citation, c'est pas Ouais. très original, mais C'est bien, citation de votre livre. Vous dites « Je ne suis jamais autant de mon temps qu'en critiquant mon temps ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut donc critiquer son temps pour en faire partie? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous écrivez, en fait? Quand je dis je ne suis jamais autant de mon temps qu'en critiquant mon temps, c'est un peu autocritique quand même. C'est pas vraiment une préconisation, c'est plus une nuance par honnêteté. Parce que c'est ça, je pense que quand on est comme ça, quand on a une énergie critique ou un tempérament critique, c'est-à-dire vraiment au sens noble, hein, c'est-à-dire bon, il y a l'état des choses, et on émet un certain nombre de réserves sur l'état des choses, sur leur fonctionnement, des réserves, je dirais, profondes. Si elles sont profondes, ça s'appelle de la critique. Si elles sont superficielles, ça s'appelle de la mauvaise humeur. Bon, donc déjà, il faut séparer entre la mauvaise humeur et la critique. Et il y a beaucoup de gens qui, je le dis d'ailleurs à un autre moment, confondent un peu les deux, quoi, sous prétexte qu'ils ont un certain nombre d'humeur contre des effets du contemporain. Ils pensent qu'ils sont des nouveaux Bourdieu. Non, la mauvaise humeur n'a jamais fait critique, quoi. Par ailleurs, quand on regarde un petit peu disons, le tableau que nous offre la société contemporaine dans laquelle nous-mêmes on est inclus totalement, il faut toujours le dire, modestement, on fait partie du tableau, bah, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de gens qui ne sont pas contents de l'existant. Il y a tout un tas de gens qui gueulent contre le fait, bon, qui sont en colère, qui émettent un certain nombre de réserves sur la façon dont les choses se passent. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que 90% de la population, on trouve rarement quelqu'un qui dit la société est super, et enfin, vraiment, il faut la conserver comme elle est. Donc ça, c'est à la fois plutôt réjouissant, on préfère ça que des moutons qui adhéreraient totalement à l'existant, bien sûr, et en même temps, c'est piégeux, parce qu'on se dit, mais si la critique et la contestation sont si répandues, et pour autant la société continue telle qu'elle, avec une relative bonhomie, bah, ça prouve que finalement nos critiques sont pas forcément extrêmement efficaces et peut-être pas si profondes que ça. Et donc oui, je pense que moi ce qui me frappe dans mon temps, c'est à quel point c'est qu'on est une grande majorité à pas aimer notre temps. Alors quoi faire de ça politiquement? Bah, peut-être à la fois un certain optimisme, à un moment cette critique un petit peu développée ou majoritaire va se raffiner ou se cristalliser en contestation effective et peut-être en mouvement politique contestataire. Le fait est que non. Le fait est que non. Alors en ce moment, là, on a plutôt un mouvement social contestataire plutôt massif et donc je m'en réjouis. On verra bien la suite. On va bien voir si ça a réussi à imposer un rapport de force. Enfin, voilà. Et tout ça pour dire que je crois qu'il ne faut jamais trop se contenter du geste critique comme si c'était une espèce de fin en soi, quoi. Et il ne faut jamais oublier ce qui devrait être l'horizon d'un geste critique, qui est quand même comme aurait dit un vieux philosophe allemand avec une grosse barbe, l'heure est venue, la philosophie n'a toujours fait qu'interpréter le monde, l'heure est venue de le transformer. C'est une thèse sur Feuerbach bien connue de Marx. Ce titre, boniment, déjà, je voulais vous remercier, ça fait partie des mots en fait qu'on croit connaître et que j'ai redécouvert grâce à vous, donc merci pour c'est cadeau, je peux briller, parler de tous ces bonimenteurs qui nous entourent dans cette société. Comment vous est venue cette forme assez particulière? Je sais pas, j'ai du mal un peu à définir. Est-ce que c'est un lexique? Est-ce que c'est un dictionnaire? Est-ce que c'est des outils? Voilà. Alors des outils, je ne suis pas sûr, parce que là, le mot outil a déjà des casseroles, je trouve. On nous propose beaucoup d'outils dans le développement personnel, des outils pour aller mieux. Donc je ne l'utiliserai pas. J'aurais pu faire une entrée outil, je pense. D'ailleurs, j'en parle un moment, je pense, de façon en sous-fragment. C'est pas stricto sensu un dictionnaire, parce qu'un dictionnaire normalement est censé quand même suivre un certain ordre alphabétique, normalement, si on est un petit peu canonique. Bon, c'est parti du fait que j'avais écrit des petits textes qui étaient un petit peu de cet ordre-là dans un gros livre collectif et que les coordinateurs de ce livre m'ont demandé d'en faire, j'en ai fait 4 ou 5, ils m'ont dit tiens tu pourrais pas en faire beaucoup plus et ça ferait un livre. Donc du coup la forme fragmentaire s'est imposée avec des entrées. C'est pas une forme qui a priori, j'avais un peu pratiqué déjà, j'avais écrit un abécédaire chez Grasset il y a longtemps qui s'appelait Dan à Zèbre, où là j'avais suivi du coup la règle de l'abécédaire, c'est-à-dire A comme âne, B comme bouche, C comme chimpanzé, c'était les premières entrées, il y en avait d'autres. C'est un livre que j'aime bien mais qui est passé relativement inaperçu. Donc là j'ai retrouvé un peu des sensations que j'aime bien, parce que je crois que j'aime bien autant j'ai écrit des livres longs, des romans, des choses comme ça. L'espace du fragment m'intéresse pas mal comme... pour moi, c'est l'équivalent de la nouvelle, mais avec évidemment plutôt un
un style plutôt théorique ou théorisant, parce que c'est quand même un livre réflexif, même s'il y a beaucoup d'éléments narratifs et des personnages et des choses comme ça. Enfin, globalement, c'est réflexif, c'est un essai, on va dire. Mais j'aime assez construire ces fragments comme des petites nouvelles, en fait. C'est ça, c'est une succession de petites nouvelles, parfois qui sont presque des nouvelles vraiment, puisque c'est l'histoire de quelqu'un, avec des effets de chute aussi, qui peuvent être des chutes narratives ou des chutes conceptuelles ou des chutes stylistiques. Donc c'est vrai que c'est un format que je trouve assez plaisant à pratiquer, parce que moi qui viens plutôt du roman ou d'essais un peu longs, je trouve qu'il y a une grosse difficulté quand on se lance dans un roman ou dans un essai. Bon, par exemple, quand j'avais fait Notre Joie, qui était un essai précédent, qui est un essai assez un peu long, bon, c'est quand même se mettre à ce genre de choses, je ne vais pas me plaindre du tout, hein, parce que ma position est extrêmement confortable, mais dans une stricte gymnastique d'écriture, on a vraiment l'impression d'entrer dans un tunnel dont on ne voit pas le bout, quoi. Et alors avec les petits fragments, ben, on voit quand même des micro-bouts. C'est comme quand vous êtes en train de faire un parcours en randonnée. Bon, il y a des petites étapes, quoi, qui vous permettent de tenir psychologiquement. Donc c'est un livre qui a été très plaisant à écrire pour ça. En tout cas, en tant que lecteur, c'était très plaisant à lire aussi. Autre question, que faire une fois que l'on maîtrise à peu près la langue capitaliste et du marchand? Je vais me permettre de, encore une fois, citer un extrait de votre livre. Notamment, vous dites dans l'entrée géo-ingénierie, le raisonnement est en 3 temps. 1, nous polluons parce que nous produisons. 2, produire moins n'est pas une option. 3, nous produirons pour moins polluer. Avant tout, nous produirons des solutions. Est-ce qu'une fois que l'on a un peu compris ce fonctionnement, nous, en tant que lecteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben ça, s'il y a bien une question qu'il ne faut pas me poser à moi, c'est, je pense que c'est... Je joue la facilité. Alors, là, précisément, dans ce fragment-là, ce nous, c'est plutôt le nous des libéraux, où là, je me mets à la place de ce qu'on appelle maintenant les techno-solutionnistes. On pourrait appeler les capitalo-solutionnistes. C'est une entrée qui s'appelle géo-ingénierie. Et donc, la géo-ingénierie consiste à vouloir en gros résoudre le désastre écologique par une certaine ingénierie qui est elle-même technologique, c'est-à-dire résoudre en gros la maladie par la maladie elle-même. Donc je me moque un peu de l'intérieur de ce calcul. En gros, c'est l'industrie qui détruit la planète, et bien nous allons industriellement reconstruire la planète. Bon, évidemment, c'est une aporie, et je me moque un peu d'eux. Alors là, on a affaire à une espèce de parodie de solution, c'est bien ce qu'on appelle le solutionnisme. C'est cette idée qu'on pourrait résoudre cette affaire, cette dévastation en cours, par les moyens mêmes qu'ils l'ont suscité, et donc on pourrait, en étant encore plus capitaliste d'une certaine manière, ce qui est une réponse des libéraux par moment, quand on leur demande, mais par exemple l'Union européenne ça ne marche pas, vous voyez bien, votre rêverie libérale d'un marché commun, ça ne marche pas, ils disent mais c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin, on n'a pas assez ouvert le marché. Quand on leur dit la société libérale, capitaliste française, et quand même arrive à un certain nombre de contradictions sociales qui créent des conflictualités, etc., ils disent mais c'est parce que le marché n'est pas encore assez ouvert. Et donc ils sont tout à fait conformes à ce qu'a toujours été leur schéma fondamental directeur, savoir il faut toujours faire plus, quoi. Et donc nous avons pollué par l'industrie, il faut faire plus d'industrie pour moins polluer. C'est là-dedans qu'on est. Alors évidemment ça suscite une certaine perplexité de ma part et donc beaucoup d'ironie. Plus généralement sur qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je ne crois pas du tout au poids des livres dans la donne politique, je l'ai souvent dit, je le répète, et je ne le dis pas par fausse modestie, je le dis par lucidité. Je crois que les livres sont infinitésimaux dans la donne générale qui fait qu'un rapport de force peut s'engager et se renverser. Ça apporte son petit machin, quoi, de colibri, là, éventuellement ça peut... déjà, si ça peut rendre un peu... comment dire, pour moi, un livre, déjà, si un lecteur d'un de mes livres y prend du plaisir, je suis déjà bien content. Si par ailleurs il y trouve matière à penser, eh bien c'est un plaisir en plus. Si par ailleurs de sa pensée il peut tirer un certain nombre d'axiomes, d'actions, bon, ma foi ça c'est cadeau, quoi. Ça c'est Noël. Mais je ne crois pas à ça. En tout cas, ce qu'il faut toujours dire, c'est qu'un écrivain n'écrit jamais un livre pour ça. Je ne crois pas. Il écrit un livre pour tout un tas de raisons, mais pas celle de changer le monde. Quand bien même son livre serait extrêmement contestataire et portant des coups structurels à l'ordre social. C'est pas comme ça que ça se passe, la chimie d'un écrivain quand il se met à écrire, quoi. Ça, il faut le dire par honnêteté, et ceux qui disent le contraire sont des bonimenteurs, des écrivains bonimenteurs, qui sans doute se rachètent une sorte de bonne conscience en voulant absolument se rendre utile. Auquel cas, je trouve qu'ils ont complètement assimilé l'idéologie libérale, qui est très utilitariste. Hein. Tout ce qui n'est pas utile n'est pas bon, c'est quand même un peu ça l'axiome fondamental du libéralisme.
je crois que contre ça, il faut quand même professer l'inutile. L'inutile est une valeur éminemment subversive dans un monde utilitariste. Donc les livres sont inutiles et c'est pour ça qu'ils sont subversifs. Je pourrais très bien le retourner comme ça et c'est pas simplement une pirouette rhétorique, quoi. Alors après, sur le cas d'espèce de Boniment, qui effectivement, dont un des gestes, pas le seul, mais un des gestes centraux est de, on va dire, déconstruire la langue de l'ennemi, je finis par un point un peu d'ironie ou un point autodestructeur ou d'autodissolution du livre en disant que non, comment dire, le savoir qu'on peut porter sur un certain nombre d'entourloupes langagières de l'adversaire n'aide pas forcément à se déprendre de cette entourloupe. Mais ça, c'est plus fondamental. Je crois qu'il y a des philosophes et des penseurs très lucides qui ont toujours dit que, contrairement à l'adage un peu socratique, petit a, nul n'est méchant volontairement, dit Socrate. Donc, pourquoi? Parce que je ne suis méchant que dans la mesure où je ne me rends pas compte de ce que je fais. Le jour où je me rends compte de ce que je fais, je me rends compte de l'erreur que je commets, alors je suis sauvé de cette erreur et je suis un homme meilleur. Socrate, en tant que philosophe, attribuait un gros poids à la philosophie. Moi, en tant qu'anti-philosophe, au sens fort du terme, je ne crois pas que la philosophie, c'est pas parce qu'on prend conscience de quelque chose qu'on s'en libère. C'est un peu triste parce que moi, ça m'arrangerait, moi qui suis un diffuseur de conscience, en gros, j'adorerais être le Jésus-Christ de la conscience, quoi. C'est-à-dire, je vous aide à prendre conscience et bam, ça y est, vous êtes libre. C'est un peu l'adage du développement personnel, justement, oui. critiquer énormément la pleine conscience et de... oui, bien sûr, mais évidemment, c'est pas... Enfin, de toute façon, on le voit bien, chacun en fait l'expérience dans sa vie. Je peux tout à fait me rendre compte, réaliser et prendre conscience d'un vice que j'ai, ou d'une addiction, ou d'un... Et pour autant ne pas manger... L'alcoolique, c'est très bien qu'il est alcoolique. Je veux dire, il est au courant. C'est pas parce qu'il prend conscience de son alcoolisme que... Alors, il semblerait que dans certaines thérapies, effectivement, l'alcoolique est dans le déni de son propre alcoolisme. Et donc, la première phase pour qu'il se sorte de l'alcool serait qu'au moins, il prenne conscience du fait qu'il est alcoolique. C'est-à-dire qu'il mette un mot sur son mal. Peut-être, ça je veux bien l'admettre, parce qu'effectivement j'ai connu des gens qui étaient de toute évidence alcooliques et qui étaient dans le déni. Mais les mêmes, à partir du moment où vraiment ils se sont rendus compte qu'ils étaient alcooliques et qu'ils ont accepté de mettre le mot alcoolique sur ce qu'ils faisaient, à savoir boire dès 8 h du matin, ça les a pas du tout sortis de l'alcool. Donc si c'était si simple, la vie irait mieux. Bon, donc de la même façon, là je finis le livre avec une espèce de scène un peu parabolique. C'est un déconstructeur du langage, c'est-à-dire un peu moins dans Boniment, qui interpelle un livreur Uber dans la rue et lui dit qu'il est aliéné. Lui dit, mais tu es aliéné en fait, livreur Uber. Et il pense que vraiment à partir du moment où il lui dit tu es aliéné, ça y est, le livreur va acheter son vélo et va lire tout Marx et rejoindre un mouvement social. Ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est avoir quelques mépris sur le degré de conscience ou la capacité de conscience des prolétaires que de toujours postuler qu'ils sont inconscients. Il y a quelque chose de très condescendant là-dedans, de la part d'intellectuel qui va dire « Non mais le prolétaire, tu te rends pas compte de ce qui t'arrive, quoi. Heureusement que je suis là, je vais t'expliquer que tu es aliéné en fait. » Je crois qu'en général, les gens aliénés sont à peu près au courant du fait qu'ils le sont, quoi. En tout cas, leur corps est tout à fait au courant de ce qu'ils subissent. Donc, il faut toujours remettre à leur place les intellectuels, quoi. Ce qui n'empêche pas que, voilà, on peut exercer l'ingénierie intellectuelle, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas dans les essais, mais je ne suis pas dupe du geste que je suis en train de faire. En parlant de remettre à leur place, vous attaquez quoi, des concepts, Ouais, il ne mérite pas le nom de concept. Pas des concepts, on va dire des mots, en fait. Des notions. Des notions. Voilà, c'est le mot. Ou des boniments, tiens, on pourrait dire. Mais vous critiquez aussi assez directement des personnes assez connues, comme Léa Salamé, Édouard Louis, ou ces fameux experts, donc là du coup c'est pas nominatif. Mais est-ce que c'était nécessaire pour vous d'attaquer quelqu'un en particulier? Non, rien n'est nécessaire. Et donc peut-être que non, mais... si je voulais scanner mon... Vous avez osé en tout cas j'ai osé les mais interpeller. pourquoi? Parce que je suis courageux. Je suis un mec super. Ben oui, ben écoutez, vous direz... Oui, ça m'a fait de la peine. Oui, ben, je comprends bien que ça fait de la peine à tout le monde, mais moi je suis froid comme... Je suis froid comme la lame du couteau et la seule chose qui m'intéresse c'est la vérité et la justesse. Et donc là, effectivement,
il y a beaucoup de choses qui peuvent me susciter chez moi, et d'ailleurs ça a été très longtemps le cas, un sentiment de solidarité avec quelqu'un comme Édouard Louis, un sentiment de fraternité politique, puisque nous évoluons dans des eaux assez communes. Je ne suis pas forcément très client des bisbilles internes à la gauche radicale, hein, donc je les subis suffisamment moi-même pour ne pas donner dedans, mais donc j'ai longtemps attendu. J'ai lu Édouard Louis, j'ai lu son premier livre, j'ai lu son deuxième livre, j'ai écrit sur son deuxième livre. J'ai écrit sur le premier, j'ai écrit sur le deuxième, et déjà je retenais un peu la critique, je ne prenais que le positif, parce que je trouvais qu'Eddie Bellegueule, il y avait des éléments qui m'intéressaient. Arrive Histoire de la violence, qui est à ce jour pour moi son livre le plus intéressant, et j'en dis du bien dans Transfuge, je fais une critique, j'avais quelques réserves, mais je les ai tues. Je lis Qui a tué mon père, que je trouve pour le coup totalement indigent, et je me tais. Oui, donc j'ai joué longtemps la camaraderie, et il y a un moment où ça a commencé à m'irriter au sens où je trouvais qu'il ne faisait pas le travail intellectuel qu'il devrait faire pour moi, et je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement falsificateur dans son édifice, et j'aime pas beaucoup ça, les falsificateurs. Et donc là, j'attaque pas Édouard Louis, j'attaque sur un point précis, enfin j'attaque, en tout cas j'essaie de pointer quelque chose. Je ne comprends pas. Il est un transclasse, grand bien lui fasse, tout va bien. Il est content d'avoir opéré cette transfusion, ou cette transfuite, tant mieux. J'aurais fait pareil à sa place. Je pense qu'il a grandi dans un contexte extrêmement hostile, notamment en tant qu'homosexuel. Et puis un contexte extrêmement prolo, quoi. Donc il a pu accéder à un certain niveau de vie, à un certain niveau et à un certain capital culturel, tant mieux. Je veux dire, tout va bien. Moi, jamais je lui ferai un procès en trahison de sa classe ou que sais-je. Je ne rentre pas dans ces débats qui sont des débats creux et en plus mal intentionnés. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, puisque c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est un sociologue, enfin, un peu tout ça. Et je regarde ce qu'il dit, il y a un travail qu'il ne fait pas et qui me paraîtrait urgentissime intellectuellement et politiquement, qui serait d'expliquer, de faire l'analyse sociologique de l'accueil triomphal que lui fait la bourgeoisie. N'importe quel intellectuel de gauche radicale est bien reçu par la bourgeoisie, doit immédiatement, pour moi, surtout s'il est bourdieusien, et ce qui est son cas, faire un travail pas autocritique, ce serait déjà pas de se flageller lui, en fait, lui il est pour rien d'une certaine manière. Il devient responsable quand il n'en dit rien, quoi, quand il n'a pas quand même. Moi j'aimerais bien qu'il fasse ce livre-là, alors peut-être qu'il le fera, peut-être que mon monument consacré à lui le titillera dans le bon sens du terme et qu'il le fera. Et donc, je crois que, alors, du coup l'analyse je la fais, mais ce serait à lui de la faire plus profondément et plus subjectivement, mais je montre, moi, via Édouard Louis, parce que la vraie destination de ce fragment, c'est pas Édouard Louis, c'est la notion de transclasse, c'est je redis et j'essaie de développer la raison pour laquelle la bourgeoisie méritocrate, pléonasme, la bourgeoisie est par essence méritocrate, je veux dire, a tout intérêt à ce qu'il y ait des figures de transclasse qui se baladent dans le corps social. C'est une preuve ambulante de leur axiome numéro 1 qui est « quand on veut, on peut ». Voilà. Bourdieu dit non, on a beau vouloir, on ne peut pas, puisqu'il y a des déterminismes extrêmement puissants qui font qu'on ne peut pas s'extraire, ou alors sauf vraiment exception, sauf miracle, d'un certain nombre de sillons sociaux dans lesquels on est engagé, et qui sont subtils, qui peuvent être très sophistiqués. Ça, c'est ce que dit la sociologie menée par Bourdieu notamment, et c'est le pouvoir extrêmement subversif de la sociologie. C'est vraiment, il y a quelque chose de profondément scandaleux dans la sociologie. Et d'ailleurs, il faut voir à quel point la bourgeoisie déteste la sociologie. Déteste la sociologie. Quand elle est vraiment sur ses bases théoriques fortes, quoi. La petite sociologie empirique, ça, à la rigueur, tout le monde s'en arrange assez bien. Mais il y a quelque chose de profondément subversif là-dedans, et qui est précisément ça. C'est-à-dire que ça sape totalement l'édifice méritocrate. La sociologie est vraiment une machine de guerre contre la méritocratie. Et donc, un intellectuel bourdieusien qui débarque dans le champ, qui s'appelle Édouard Louis, je veux dire, il devrait lui-même, quand il devient l'idiot utile sur les plateaux de télé et de radio d'une idéologie méritocrate, moi j'attends vraiment qu'il ait un mot, 2 mots, 3 mots, 4 phrases et peut-être un texte pour dire attendez, ça va pas de soi, je suis pas dupe de ce que vous êtes en train de faire de moi, je suis pas dupe de la créature de cirque que vous êtes en train de trimballer un peu partout, triomphalement pour dire regardez monsieur Bourdieu, on a bien la preuve que quand un prolo veut s'en sortir, il s'en sort. Et j'ajoute que ce qui m'a beaucoup et ce qui a suscité en fait l'écriture de ce fragment, c'est la lecture de son dernier livre en date, Changer méthode,
changer de point méthode, où il y a au travail une idéologie méritocrate très précise. J'en cite des bouts. C'est une idéologie du travail, de l'effort. Bon, c'est une récitation bourgeoise, mais vraiment académique. Donc je suis troublé et je me permets à ce titre-là d'interpeller Édouard Louis comme ça, je pense encore fraternellement, pour lui dire ça. Il y a un problème là. Vous êtes pas rencontrés, non? Vous n'avez pas eu l'occasion? On s'était croisés à une époque comme ça, vite fait, et de façon très amicale, et encore une fois, on se reconnaissait, je pense, une certaine fraternité. Il n'y avait aucun problème, mais pour moi, il y a problème maintenant, pour les raisons strictes que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de la vie personnelle d'Édouard Louis, je ne lui fais pas un procès ad hominem, je ne lui fais pas ça, à la rigueur, il y aurait, je pense, aussi plein de choses à dire là-dessus, mais ça, c'est un autre aspect. Là, vraiment, je fais une interpellation politico-théorique. Donc bon, on verra la suite. Et en parlant d'être invité dans les sphères, critiquer aussi la ligne de gauche de France Inter, est-ce que si vous êtes invité, vous irez quand même... La ligne de gauche de France Inter, mais c'est ce truc. Un peu le... j'ai plus la phrase exacte, mais vous dites clairement que si... Enfin, ils sont tous alignés, quoi, ils sont tous bien heureux tous ensemble. Est-ce que si on vous invite, vous irez? Mais de sorte que vraiment il ne se passe rien. Et c'est ce qui m'est arrivé récemment sur France Culture. Non, Radio France très clairement me boycotte depuis quelques années, et France Inter exemplairement, ce que je trouve tout à fait sain. Moi je suis pour. Je suis pour qu'ils me censurent, mais je voudrais qu'ils le disent. C'est tout. Je voudrais que ce soit clair, et je dirais, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je pense qu'il y a la lutte des classes. Vous êtes du côté de la bourgeoisie, pas moi, il est normal que vous me censuriez. Je trouve ça tout à fait normal. Donc c'est la gauche caviar, quoi. Oh, bon, oui, moi je dirais même. C'est pas votre gauche. Gauche caviar, non, mais c'est déjà daté. Ça, c'est un truc de mon âge, je sais pas vous ça. Gauche caviar, c'est super 80s, quoi. C'est Dépêche Mode. Enfin, ou des trucs plus pourris, genre Simple Minds, quoi. Non, si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le détail, j'y ai déjà été invité du temps où je pouvais être encore invité à France Inter, et j'y suis plus invité depuis bien d'années, alors que beaucoup d'attachés de presse des différents livres que je sors, parce que j'en sors pas mal, à chaque fois ressollicitent la bande à Charline, qui ne m'invite jamais, alors qu'ils auraient tout pour a priori, et en faisant valoir le fait qu'ils invitent jamais deux fois la même personne, ce qui est faux. Et donc je pense qu'ils ont une interdiction qui plane sur eux, et qui est de ne pas inviter un certain nombre de personnes. Je pourrais vous donner d'autres noms, Emmanuel Todd par exemple, et puis invité sur France Inter, Pascal Boniface et quelques autres. Et donc, non, il y a vraiment des effets de censure, mais encore une fois, moi je trouve ça tout à fait de bonne guerre. Moi je pense que dans le corps social, il y a des conflictualités irréconciliables. Donc je trouve tout à fait normal qu'une radio d'État macronienne de droite n'invite pas un énergumène comme moi. Je voudrais juste que ce soit écrit, quoi, que ce soit envoyé en même temps que la feuille d'impôt, puisque nous sommes les financiers tous de... Donc j'aimerais qu'à chaque fois que vous recevez votre feuille d'impôt, ou en tout cas votre feuille d'impôt en ligne ou ailleurs, vous ayez un petit indicateur sur... Il y a un certain nombre d'intellectuels que la radio d'État n'invite pas, puisque nous considérons qu'ils sont malvenus. Et comme ça, tout est clair. Ce qui est chiant, c'est que ce soit sournois, larvé, et que donc ils puissent encore faire valoir le fait qu'ils sont une radio neutre. Qu'ils soient, bon, ils sont pas neutres du tout, non, je pense qu'ils sont au-delà de gauche caviar. Moi, je pense qu'ils sont en voie de droitisation à vue d'œil, vraiment. Ils sont macroniens. La directrice de France Inter est une grande amie de Macron, et les éditorialistes sont, oui, macroniens, je crois, et même avec parfois même des effets plus à droite encore. On a vu apparaître des chroniqueurs qui viennent de la droite dure. À France Inter, Alexandre Devecchio, par exemple, qui gravite autour du Figaro. Tendance valeurs actuelles, il tient une chronique, il tenait en tout cas l'an dernier une chronique le matin. Je sais parce que je l'avais rencontré, on avait fait un débat avec lui. Et avant qu'on se lance, en installant les micros, il me dit hey, France Inter, la gauche, tout ça. J'ai dit Alexandre, il y a un problème là. Parce que moi je suis de gauche, tu es de droite, tu es chroniqueur à France Inter et moi j'y suis boycotté. Donc c'est quoi cette radio de gauche? Non, tout ça a bien changé, oui. France Inter, il y a 10-15 ans encore, était une radio très colorée à gauche, c'est vrai, voire même avec des éléments de gauche très à gauche comme Mermet, Daniel Mermet. Et Daniel Mermet, comme on sait, a été viré.
Ça a commencé comme ça en fait. Philippe Val, quand il était directeur de France Inter ou d'Agro France, je ne sais plus, de France Inter, je me trompe, a commencé son travail de néoconservateur et de chasse aux sorcières contre les gauchos. Donc ça c'est des faits, hein, c'est pas... Voilà. Donc si je suis invité demain, bah, d'abord j'en serais très surpris. Mais j'irai, ouais, j'irai. Bon, Guillaume Meurice, c'est ça, parmi les gros Bon, on Me pourra dites pas que ça va être ça. Inoffensif. Non, ouais, Guillaume Meurice c'est de gauche et Charline. Charline, c'est pas Che Guevara non plus, mais il est que chroniqueur. C'est le mois de l'amour, donc j'aimerais quand même aborder ce sujet. Que vous abordez aussi très bien dans l'entrée. C'est le mois de l'amour. Ouais. Je l'annonce pour ceux qui ne savaient pas, non, c'est dans 4 jours, le jour. Ah, c'est le jour J'ai transformé le jour en un mois parce que Ouais, je ravage ça. C'est mieux parce qu'un mois d'amour, je trouve ça long quoi. Et on a un peu, le capitalisme, on a un peu l'impression que c'est. Il y a des jours quoi. Ça y est, la journée s'est transformée en un mois de l'amour. Encore une fois, petit extrait, parce qu'on n'en a jamais assez. Du coup, dans l'entrée legging, vous dites. Legging, c'est comme ça qu'on prononce? Je crois, ouais. Enfin, quand j'en achète, en tout cas, c'est ça que je dis. Ouais, bien ça. Ouais, legging, quoi, et en général, ils m'en donnent. Parfait. Mon arrogance était de l'ignorance. J'ignorais que l'amour était comme l'électronique ou le bâtiment, un secteur d'activité où s'employaient des gens dotés d'une compétence. Du coup, une question m'est venue. Est-ce que gérer seul sa vie amoureuse en 2023, c'est définitivement terminé? Non, heureusement que c'est pas terminé et heureusement que quand même le maillage. Alors là, en l'occurrence, je veux dire, c'est legging, c'est plus un fragment, je dirais, sur le coaching, quoi, sur le fait qu'il y ait un certain nombre de domaines, d'activités qui, fut un temps, ne suscitaient pas une sorte de maillage de savoir au sens foucaldien et donc une offre de coaching, une offre de service. Je vais t'apprendre à courir. Donc c'est là que ça vient, legging. Je raconte que moi, ça fait 30 ans que je cours, voilà, parce que je cours, j'essaie de faire un peu de sport et je dois pas quoi faire d'autre. Et j'ai vu apparaître une sorte d'ingénierie de la course, quoi, qui d'ailleurs, ce qu'on appelait le footing, à une époque, ce qui était déjà une importation évidemment américaine, anglo-saxonne comme souvent, a commencé à s'appeler le running. Enfin, ça c'est un mot nouveau, hein, et donc je pense que en passant du footing au running, c'est comme si on passait à un domaine où simplement le fait de courir, faire un footing que tout le monde peut faire, quoi, en sachant pas trop bien ce qu'on fait, en n'étant pas très pro, en courant comme ça à vue, quoi, intuitivement. Là, avec le running, c'est comme si ça devenait un domaine d'expertise quand même. Ça donne et qui appellerait une technicité. Il y aurait quand même une certaine position du pied sur le béton ou sur le sol, meuble ou pas. Qui évidemment légitime le fait qu'il puisse y avoir un coach et qui donc légitime qu'il puisse y avoir un acte d'argent. Ça devient un service tarifé. C'est ça en fait l'édifice. Il s'agit de marchandiser, c'est pas des choses que les gens faisaient tout seuls intuitivement et qui étaient hors du système marchand, qui étaient un peu dans une espèce d'économie gratuite, on va dire, sont accaparés par les marchands et sur le mode, non mais en fait tu as besoin, c'est pour ça que je raconte, une fausse scénette, je suis en train de courir avec un short pourri et des pompes pas très pro, et je suis interpellé par quelqu'un qui m'offre ses services parce qu'il a rendu compte que maintenant avec un short comme ça je perds en aérodynamisme, donc je devrais mettre un legging et donc il faudra que je l'achète, et donc tout de suite c'est un marché. Il y a toute une panoplie qui est apparue, là depuis 10-20 ans, et puis qui avait brûlé avant, on mettait un t-shirt. Tous ces gens qui sont là pour nous apprendre des choses, en fait on ne savait même pas qu'on ne savait pas. C'est ça. Et tout ce système-là, c'est exactement ce que disent Illich et Rancière sur l'école. Ça. Ils disent à l'école, on apprend d'abord le premier truc que dont les maîtres doivent vous convaincre à l'école, c'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et comme vous ne savez pas des choses, eh bien, il va falloir qu'on vous les enseigne. Et comme il va falloir qu'on vous les enseigne, alors se constitue la figure de l'enseignant, qui va être payé pour ça. Soit par l'État, soit par d'autres. Voilà. Donc il y a un marché de l'éducation qui s'est créé. Bon, l'école est un marché de l'éducation, mais il est en train de se privatiser, donc ça crée un marché de l'éducation. Et donc il y a tout un tas de marchés comme ça qui se sont ouverts. On sait bien que voilà, tout le monde, il a échappé à personne que les coachs s'étaient multipliés. Moi j'essaie d'en faire une sorte d'analyse un peu structurelle, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette multiplication des coachs? Ça c'est pareil, ça serait un petit peu
la nuance entre le billet d'humeur et la critique. Le billet d'humeur dit ouais, il y a plein de coachs, on en a marre, les coachs. Bon, ok, ça c'est humeur. Mais la critique, c'est qu'est-ce que ça veut dire, de quoi c'est le nom, le coach, dans un dispositif de marchandisation générale. J'essaie d'être un peu, d'élever un peu le niveau, bon, ce qui n'empêche pas de passer par des petits trucs rigolos. Et donc oui, je commence le fragment sur l'amour, oui, je dis. Et bien sûr, il y a des gens qui maintenant vous offrent comme service le fait de vous donner des conseils en amour, et donc l'amour devient une technique. Il y aurait des techniques de l'amour, il y aurait des techniques, bon, évidemment de la drague et de la séduction, mais aussi de l'amour simplement, bien gérer sa vie amoureuse, comme on gérerait son portefeuille ou son patrimoine, et ce qui légitime encore une fois des coachs. Bon, alors oui, je crois quand même que, fort heureusement, nos corps ne sont pas complètement arraisonnés et accaparés par le monde marchand. J'ose espérer qu'on est quand même encore nombreux à négocier notre vie amoureuse intuitivement, comme on l'a toujours fait, en s'en remettant à nos sensations, à nos vibrations, à notre corps, à notre intuition, et que les histoires d'amour, elles s'inventent comme ça dans une... Un couple, c'est très beau. Moi, je dis souvent qu'un groupe d'amis est une ZAD. C'est une zone, pour moi, fondamentalement anarchiste, la bande d'amis. Elle fait modèle de l'anarchie. Mais il y a quelque chose qui se joue dans l'échange amoureux, qui est aussi se crée comme ça une scène amoureuse qui invente ses propres lois à mesure, indépendamment des lois qui nous sont enjointes en permanence, quoi. Et donc à ce titre-là, on peut dire que l'amour reste profondément subversif. Et qu'il faut défendre l'amour de ce point de vue-là aussi, indépendamment de ce qu'on en pense par ailleurs, et de ce qu'on en retire comme plaisir ou pas pour soi-même. Mais ça, je crois que les surréalistes ne disaient pas autre chose déjà à une certaine époque. Quand ils disaient la beauté sera convulsive ou ne sera pas, et ils mettaient beaucoup en avant l'amour, et Breton a fini par écrire ce livre extraordinaire qui s'appelle L'amour fou, quoi. Et dans la panoplie subversive des surréalistes, il y avait tout un tas de choses que je recommande d'ailleurs à chacun d'aller explorer, parce que c'est quand même un mouvement extraordinaire. Et Breton est quelqu'un très décrié, mais tout à fait extraordinaire. Et quand même, il mettait très en avant l'amour comme une sorte d'effraction dans la norme, quoi. Le sentiment amoureux, l'intensité amoureuse, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'on se dirige vers un monde tellement technologisé, tellement coachisé, tellement rationalisé, tellement libéralisé, que même ceci, même la flamme amoureuse, qui est une flamme profondément subversive et anarchiste, ne sera plus possible? Peut-être que c'est ça le transhumanisme, et peut-être que c'est ça, peut-être que le dispositif techno-capitaliste qui est en train de se mettre en place finira aussi par réfréner la subversive flamme amoureuse, c'est possible, mais on n'en est pas là, Je vois des gens... Il y a un truc qui est tout à fait réjouissant, c'est quand des gens deviennent dingues en étant amoureux, par exemple. Ils se mettent à faire n'importe quoi. Ah ben c'est très intéressant qu'ils fassent n'importe quoi, parce que c'est exactement ça que me dit moi le coach là quand je cours. Et tu cours n'importe comment. Et moi je lui dis mais c'est cool, moi j'aime bien en fait, j'aime bien courir n'importe comment. Et puis j'aime bien surtout être mon propre maître. C'est moi qui évalue par mon propre ressenti que là en fait ça y est c'est la fin, je peux plus courir, je suis trop essoufflé, ou que là tiens ça me fait du bien de courir sur ce sol là et un peu moins. C'est très beau d'être son propre évaluateur. Et donc on peut faire les choses n'importe comment d'un point de vue canonique, et c'est pas mal d'arriver à finalement d'en venir à faire n'importe quoi dans le champ amoureux, y compris des trucs qui sont n'importe quoi. Des fois on a par exemple on est bête dans l'espace amoureux, on est bête. Parfois on fait des trucs bêtes. C'est bien. On a l'air con, mais c'est bien. Oui, par une boucle, oui, c'est ça, oui. Mais là, je préconise la bêtise, là, oui. En parlant d'anarchisme, vous avez préfacé en octobre dernier aux éditions Mille et une nuits le texte L'anarchie d'Élysée Reclus. Comment est-ce qu'on vous a abordé, comment est-ce que ça s'est fait Bon, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, il me dit, il a l'air très sympa, il est hyper sympa, c'est une crème. Il me dit, salut François, c'est l'Élysée. Je lui dis, arrête de déconner. Et
voilà, tu vois pas que... Non, c'est des gens de... Bah, ils étaient en train chez Fayard là, de rééditer, ils font des petits bouquins comme ça de réédition, ils rééditaient ce texte qui est d'ailleurs un texte mineur de Reclus. Il a écrit des beaucoup plus beaux textes et beaucoup plus denses, notamment ces textes de géographie anarchiste. Mais ça, c'est un petit texte, une conférence en fait qu'il a donnée pour des francs-maçons d'ailleurs, voilà, qu'il a invité à... et donc il résume un peu ce qu'il entend par anarchie. C'est vraiment pas son texte le plus lumineux, mais il a aimé d'être très clair. Puis c'est quand même très beau. Puis de toute façon, Élisée Reclus est un... Enfin, moi, je pense que ce qui fait preuve, ce qui abonde et ce qui plaide pour Élisée Reclus, c'est même moins ses livres que sa vie. Ouais, c'est une espèce de vivant, je trouve, extraordinaire. Renseignez-vous sur la vie de ce monsieur. Mais il écrit bien, et puis je trouve qu'il y a une grande générosité dans Après, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est un petit peu ma petite marotte à moi, et qui apparaît totalement dans la conférence d'Élisée Reclus, qui s'appelle l'anarchie, c'est le caractère fondamentalement... c'est qu'au centre de l'édifice anarchiste se trouve le culte de l'individu. Voilà. Bon, j'ai tendance à le répéter dès que je peux, puisque je pense que cette idée n'est pas encore admise. Et j'étais bien content de pouvoir m'appuyer sur la caution d'une grande figure de l'anarchisme, pour redire ce qu'il dit explicitement, et ce que j'ai essayé un petit peu de disséquer dans la préface, que d'abord il y a une grande confiance faite à l'individu en tant qu'individu, et que l'anarchisme c'est au service des individus. Ce qui ne veut pas dire que chacun doive vivre isolément, de façon égoïste. On confond toujours individualisme et égoïsme. On confond. Et c'est dommage parce que c'est deux mots différents. Et si c'est deux mots différents, c'est qu'ils ne disent pas la même chose. Pour moi, un égoïste, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup son individualité. Parce qu'un égoïste n'a pas compris qu'il sera d'autant plus puissant comme individu qu'il se laissera traverser par de l'altérité. Mais c'est toujours au titre de sa puissance individuelle qu'il se laisse traverser par les autres individus. L'égoïste se racornit. Et l'égoïste croit qu'il a comme ça, en protégeant son petit ego, et en surtout se rendre tout à fait hermétique aux sollicitations extérieures, et il va pouvoir s'en sortir, et plutôt contre les autres. Bon, moi je ne lui fais pas une leçon de morale en lui disant il faut être altruiste, il faut être généreux. Je lui dis tu fais un mauvais calcul d'individualité. Tu t'occupes mal de ta propre puissance. Encore une fois, les mots sont importants du coup. Ben ouais, moi j'essaie de sauver le mot individualiste qui effectivement a énormément de casseroles à gauche, mais je le martellerai jusqu'à la fin de ma vie. La droite déteste les individus, être de gauche et aimer les individus. Voilà. Je trouvais que c'était une très belle phrase de fin. Ouais, moi c'est ce que j'ai pour merci. Est-ce que quelques-uns ou une d'entre vous auriez éventuellement des questions, des remarques, des choses à dire? C'est le moment de s'exprimer, on est en assemblée. Vous avez été interviewé par Attention, très bien. Vous voyez, vous ne sentez pas. C'est un média indépendant. Dans le média, je crois. Non, Je suis en train de me demander si je me fâche là, mais non, je me fâche ou pas? J'ai une petite réflexion, je me fâche. Petit A, je me fâche, petit B, je suis gentil, petit C, je fais une vanne. Sur le compromis entre l'échange. Il reste encore quelques secondes pour répondre. Il y a plein de médias indépendants. Il n'y a pas que BFM. Je peux poser une question sur... c'est sur l'entrée Burnout, en fait, qui m'a un peu parlé, quoi. Et est-ce que dedans, t'expliques pas un petit peu que la psychiatrie, c'est aussi une béquille du capitalisme, quelque part? Oui, tout à fait. Ben, c'est une grande tradition qui s'est un peu perdue, d'ailleurs. Je vais essayer de la faire courte, mais globalement, dans les années 70, les grandes figures de la gauche radicale, on va dire, peut-être qu'ils n'auraient pas aimé cette étiquette-là, mais je pense quand même que c'est pas mensonger que de le dire. Bon, par exemple, des gens comme Deleuze ou Foucault, entre autres choses, avaient bien identifié le maillage psychiatrique comme faisant tout à fait partie de la société de contrôle et de la norme, enfin en tout cas de l'ordre social. Ça a donné le fameux livre de Deleuze, relativement illisible, mais illisible parce que génial, l'Anti-Oedipe, qui donc s'en prenait à la psychanalyse, et donc notamment au triangle oedipien comme une espèce d'explication univoque de la névrose. En gros, toi là, tu es schizo, tu es ceci, tu es cela. Forcément, c'est une histoire de papa et de maman. Triangle oedipien. Bon.
Deleuze, avec Guattari, qui lui-même était psychanalyste lui-même d'ailleurs, mais qui avait œuvré dans l'antipsychiatrie, écrivent cet Anti-Oedipe pour réouvrir les choses. C'est un livre qui réouvre la question du schizo et l'éthos du schizo, quoi. Je veux dire le schizophrène déploie un univers intérieur pathologique, hein, et sans doute souffrant, douloureux pour autrui, douloureux pour soi, mais pas que. Mais douloureux évidemment, ça Deleuze n'a jamais nié, mais en tout cas son univers mental est beaucoup plus vaste que simplement, en fait, dans son univers mental et dans tout ce que construit le schizophrène comme récit délirant, il y a autre chose que des métaphores qui toujours ramènent au même, qui serait papa-maman. Ça c'est la critique deleuzienne. La critique foucaldienne, elle est plus précise, elle est plus structurelle, elle est plus institutionnelle, elle apparaît dans Surveiller Punir, elle apparaît dans pas mal, notamment dans Histoire de la folie, sur comment en gros la psychiatrie moderne, c'est-à-dire la psychiatrie, ou la psychologie, à partir du XVIIe, XVIIIe, en gros, invente la folie d'une certaine manière, désigne un certain nombre de personnes comme fous, c'est-à-dire en dehors de la raison, et donc il y a toutes des institutions et des dispositifs de contrôle qui vont être mis en œuvre, et il y voit un élément fondamental de l'ordre social. Bon. Tout ça est discutable, tout ça mériterait une dialectique, parce qu'il est évident qu'il arrive assez souvent que des psychiatres fassent du bien à des gens. Il arrive qu'il y ait des institutions de psychologie, de psychothérapie, de psychiatrie et la psychanalyse puissent participer à l'émancipation d'individus, bien sûr. Et d'ailleurs, Deleuze et Foucault l'auraient pas nié. Mais en tant qu'institution et en tant que dispositif général, il y a là quelque chose de très coercitif pour eux. Et qui, donc c'est une tradition qui était très claire à cette époque-là, qui s'est un peu perdue dans la gauche critique. J'ai appris récemment que Lordon était en train d'écrire un livre sur la psychanalyse. Je m'en réjouis parce que je pense qu'il va renouer avec cette filiation qui consiste à constituer l'accompagnement psychologique de tous ordres qui nous est proposé comme finalement un protocole de surveillance. Bon. Alors après, et je pense qu'à mon avis, Lordon ira un peu dans ce dans quoi je vais un peu dans le fragment Burnout ou dans 2 ou 3 autres fragments, à savoir qu'il y a quelque chose évidemment. Il y a un soubassement évidemment libéral dans la psychologie. Pourquoi ? En tout cas, dans un certain nombre de thérapies qui sont proposées. D'abord parce que c'est de la marchandisation aussi. Donc là, on reviendrait aux leggings et autres. On invente des nouveaux troubles. J'ai une entrée trouble. Il y a une espèce de taxinomie, de lexique comme ça infinie qui fait qu'il y a des nouveaux troubles tous les mois. Lesquels nouveaux troubles légitiment le fait qu'il y ait des traitements, lesquels traitements sont tarifés et lesquels sont prescrits par des gens, des professionnels qui eux-mêmes vont en tirer de l'argent. Donc il y a déjà quand même, ça fait partie quand même d'une marchandisation du corps. Mais aussi, il y a un soubassement fondamentalement libéral dans la mesure où il y a une individualisation du problème. C'est quand même ça qui se passe. Je veux dire, vous êtes toujours seul sur votre divan. Vous êtes toujours... moi, je fais un podcast de cinéma, essentiellement de cinéma un peu littéraire, qui s'appelle La gêne occasionnée, peut-être que certains le connaissent ici. Et j'avais fait un truc sur En thérapie, la série là, qui passait sur Arte, je crois. C'était sur la première saison, je n'ai pas vu la deuxième, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et là, j'étais un peu là-dedans. Je voyais bien qu'il y avait au travail dans En thérapie, sur lequel je disais plein d'autres choses, plus cinématographiques et plus comme ça, mais quand même, on partait il y avait une espèce de trauma collectif qui est un peu le cœur narratif du truc, c'est-à-dire le 13 novembre en l'occurrence. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est juste après le 13 novembre, il y a des gens, on est dans un cabinet de psy, et se succèdent des personnages qui vont revenir, il y en a 5 ou 6 comme ça dans la saison, qui alternent, mais qui tous ont été plus ou moins percutés par le 13 novembre. Et à aucun moment dans les 25 heures ou 30 heures de cette première saison, le 13 novembre comme événement est politisé. Il est évidemment immédiatement pathologisé, psychologisé, individualisé. Chacun, c'est tel flic qui aura eu une espèce de trauma en rentrant dans le Bataclan, c'est tel autre qui ne sait plus quoi. Il y avait des rapports d'ailleurs plus ou moins distendus avec l'événement. Et donc ça ne m'étonnait pas venant de... La série n'est pas d'eux parce qu'ils n'ont fait que l'adaptation d'une série israélienne, mais enfin ça ne m'étonnait pas que des gens comme Toledano et Nakache, qu'on retrouve aussi dans Boniment, sur un autre livre, sur un autre fragment, qui sont vraiment des libéraux sur pattes, vraiment, je crois ils ne sont pas sans talent par ailleurs. C'est des gens qui ont du talent, Toledano et Nakache. Il y a même des choses drôles dans leur film. C'est des bons artisans de comédie. Mais il n'en reste pas moins que pour moi, ce sont des machines de guerre politique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup déconstruit, beaucoup dit. Donc je l'ai fait là pour un film qui s'appelle Hors Norme.
qui n'est pas le plus connu, mais qui est sorti il y a 6-7 ans, qui d'ailleurs engageait des autistes, enfin c'était des gens qui s'occupaient d'autistes, c'est encore intéressant. Et donc ça ne m'a pas étonné que des gens comme ces deux-là, ces deux zigles-là, comment dire, organisent toute une série autour d'un dispositif psychanalytique, parce que je pense qu'eux aussi sont complètement dans un cinéma qui dépolitise les problèmes, qui les individualise. En gros, bon, voilà, chacun a sa petite maladie, quoi. Chacun a son petit truc. Bon, moi, l'exemple que je prends dans le fragment Burnout, c'est une petite fiction que j'invente, parce qu'elle est inventée, mais elle a une valeur de parabole. C'est un petit patron du transport qui un jour s'énerve très vite en voyant arriver un de ses chauffeurs routiers, enfin un de ses routiers, ses employés, quoi, en retard. Et très vite, il s'énerve très vite et il le vire. Dans l'effet de son énervement. Et moi, j'essaie de disséquer son énervement, avoir très vite autour de lui des gens qui ont complètement absorbé la psychologie, parce que je pense qu'en fait, la psychologie est la religion de l'époque et personne ne s'en rend compte. Donc elle est d'autant plus redoutable. Parce qu'une religion qui est identifiée comme telle, au moins les gens savent ce qu'ils font. C'est-à-dire, quand ils vont à la mosquée, ou quand ils rentrent dans une église, ou quand ils rentrent dans une synagogue, ils savent très bien qu'ils sont dans une certaine obédience et ils en épousent les rituels, ils en épousent les dogmes, et puis voilà, très bien. Ça s'appelle la religion, tout va bien. La religion psychanalytique ou psychologique, elle est beaucoup plus insidieuse. Et pourtant, je pense qu'elle a quand même quelque chose de l'ordre d'une religion. C'est une religion qui ne dit pas son nom, c'est les pires. Et donc là, en l'occurrence, évidemment, mon petit patron, très vite autour de lui, il y a tout un tas de gens qui ont incorporé la religion psychologique sans s'en rendre compte, parce qu'elle est partout. Elle est, je pense, dans cette librairie aussi. Il y a des livres. Voilà, ce qu'on appelle le développement personnel serait un petit peu la version folklorique et un peu médiocre de cette religion. Mais il y a des choses plus pointues. Il y a un moment, je parle de la notion de résilience, qui vient de Boris Cyrulnik, qui est à la fois un neurologue, mais en même temps qui officie qui est plus écouté comme un psychologue, en fait, je pense, depuis 20 ans, qu'il passe dans beaucoup d'émissions, et que ses livres sont beaucoup lus. Bon, donc, autour de ce petit patron, il y a tout un tas de gens qui, tout de suite, lui disent, c'est parce que, voilà, tu as fait un burn-out, donc tout de suite, ils ont le mot. On a le mot, quoi. D'avoir un mot à disposition, ça dédouane d'étudier véritablement ce qui nous arrive, quoi. Ce mot n'est pas non plus sans une certaine efficace, hein, et peut-être sans une certaine pertinence. Il faut être un peu nuancé. Mais quand même, tout le monde connaît le mot burn-out. Je note quand même déjà, c'est pas rien que tout le monde connaisse un mot qui n'existait pas il y a 15 ans. C'est pas rien en fait, c'est des vrais phénomènes ça. Alors qu'il y a tout un lexique marxiste, je veux dire, que personne ne connaît. La plus-value, ça, je suis pas sûr que ici, même moi, des fois, je comprends pas. Donc, je veux dire que ça va vraiment. Burnout, tout le monde connaît. Résilience, tout le monde connaît. Tiens, c'est bizarre ce truc. Personne ne le disait il y a 15 ans, tout le monde le dit maintenant. Burnout, personne ne le disait, tout le monde le dit. C'est que le truc a vraiment infusé. Pourquoi est-ce qu'il a infusé? Qu'est-ce qui sert? Voilà, donc tout le monde connaît et surtout, on va. Oui, mais c'est vraiment un éléphant. Ah oui, tout à fait. Novlangue, c'est pareil. Le mot novlangue et ce que ça représente, ce que c'est. Tout le monde s'est mis à dire novlangue là depuis 10 ans. Je veux dire, en croyant vraiment. Oui, c'est ça. Oui, 1984, tout ça. Donc c'était des drôles de pénétration. Moi, ça m'a toujours fasciné. Moi, de toute façon, même quand j'avais 15 ans, j'étais déjà fasciné par les phénomènes grégaires et par le fait que d'un seul coup, tout le monde se mette à dire le même truc. Ça, c'est quand même des vrais phénomènes très intéressants. Alors parfois, c'est complètement anodin. Ça va être des petites expressions comme ça qu'on se refile comme un tic. Moi, en plus, je les choque toutes, moi. Donc, et il y a des mots parfois moins anodins qui portent davantage une idéologie, mais sans vraiment qu'il soit clair que ce soit une idéologie. Ça s'insinue, c'est ça. C'est vraiment des histoires d'infusion. C'est très retors, en fait, quoi. Donc, ce petit patron, à aucun moment, il va individualiser son problème, il va individualiser son burn-out. Et évidemment, sa sœur, qui a déjà fait un burn-out elle-même, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde a fait un burn-out, quoi. Enfin, autour d'une table, le type qui n'a pas fait de burn-out, il est mal quand même, quoi. C'est comme s'il n'avait pas acheté le dernier disque des Beatles en 67, quoi. C'est vraiment le même genre de... Et sa sœur, évidemment, est passée par là. Elle lui conseille évidemment immédiatement un psychologue, et donc il va faire un traitement. Et le psychologue va beaucoup axer, si on reviendrait à l'anti-Oedipe de Deleuze, il va beaucoup axer sur le passif familial, le papa qui est parti dans son enfance un peu trop tôt, et il y a eu un sentiment d'abandon qui a fait qu'il en a nourri une phobie de l'abandon, et que donc peut-être qu'il a peur que son employé l'abandonne quand il arrive en retard, un truc comme ça. Le grand absent de toute cette auto-réflexion que va développer ce petit patron, qui est de fait, qui sent qu'il est quand même, qu'il y a un truc qui ne va pas,
Le grand absent va être une politisation de sa nervosité. La politisation consisterait peut-être à dire, en tant que petit patron, est-ce qu'il n'est pas soumis à un certain nombre de pressions économiques et sociales qui font que, bon, et par ailleurs, il y a peut-être une autre hypothèse, c'est que, étant soumis à un certain nombre de pressions, il a besoin de comprimer son personnel, il a besoin de nettoyer un peu tout ça, c'est-à-dire en gros, ils sont 12 à travailler pour lui, il faudrait qu'il passe à 8. Ça, son corps l'a totalement intériorisé, il sait bien qu'il ne va s'en sortir que comme ça. Ce qui l'arrangerait surtout, c'est de virer en fait plutôt des anciens. Et celui qui est arrivé en retard ce jour-là est plutôt un ancien, donc il est mieux payé que les nouveaux. Bon, c'est bien pour ça que les marchands aiment bien employer les jeunes, parce qu'ils sont corvéables, parce on les paye moins, etc. Et donc, en fait, son corps, il y a une espèce d'inconscient social qui a sans doute joué en lui le jour où il a pété les plombs contre cet employé. En fait, ça faisait longtemps que son corps avait envie de virer cet employé et qu'il a sauté sur la première occasion venue, un pauvre retard anodin, pour tout de suite le virer. Donc là, on a une axiomatique d'analyse qui est sociale, qui tient à la situation du patron en tant que patron et qui n'a rien à voir avec son papa. Alors, peut-être que l'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, il est tout à fait possible que dans l'acte même, si on disséquait absolument l'acte même de ce petit patron, ce matin-là, à 10h12, quand il dit « Eh ben, si c'est comme ça, tu vires », il y a peut-être papa. Moi, j'aime bien la psychanalyse par ailleurs, j'en ai lu beaucoup, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce paradigme. Je pense que ça fait voir des choses quand c'est bien fait, et c'est même assez génial par moments. Et Freud a quelque chose de génial, et Lacan n'en parlons pas, donc tout va bien, moi je n'exclus rien. Ce contre quoi j'ai tendance à aller, c'est l'hégémonie de l'explication psychologique au détriment de l'explication politique et sociale. Donc on voit que tout ça, c'est pas rigolo tout ça en fait, c'est encore des vraies guerres qui se jouent, qui sont des guerres de paradigme quoi. Et donc à ce titre-là, oui, le maillage psychologique et la langue psychologique participent de la dépolitisation générale. Ça fait partie du jeu. Pour moi, burn-out, c'est quand même lié au travail. Moi, quand j'ai intégré le mot, c'est dépression quand c'est plus perso, et burn-out, pour moi, souvent, c'est quelque chose qui est vécu au travail et vient du travail. Ouais, alors en fait, non, originellement pas. Il y a tout un tas de gens qui font des burn-out et qui ne sont pas forcément des burn-out de travail, mais de fait, fort heureusement. Mais vous me permettez de nuancer, c'est très bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui, faisant un burn-out, ce qu'ils vont immédiatement appeler un burn-out, et là quand même déjà, il faudra avoir un petit... Est-ce que c'est vraiment ça qui m'arrive, quoi? Est-ce que ça tient vraiment dans un mot? Tout le monde devrait avoir ce réflexe-là. Mais admettons, et analyse ça immédiatement, effectivement, comme lié à une certaine pression au travail. Donc ça, je m'en réjouis. Il y a même des médecins du travail qui font très bien leur boulot, en nous qui sont là, eux, et qui vont arriver à diagnostiquer le fait que c'est bien au travail. Le mot dépression, il a aussi sa généalogie, hein, c'est pareil. En fait, il faudrait toujours faire la généalogie de ces mots. À partir de quel moment le mot dépression apparaît, qui le lance, comment, pourquoi, parce que, bon... Pour quels intérêts surtout. Les intérêts on voit l'origine du mot, c'est qu'à un moment... Oui, de toute façon, là, c'est le geste nietzschéen ou foucaldien de base, c'est faire des généalogies, quoi, la généalogie. Ça. Vraiment raconter l'histoire des trucs. Les gens ne disaient pas dépression au néolithique, quoi. Donc il y a bien un moment, c'est apparu. Alors c'est apparu quand? C'est l'histoire du truc. Qui est-ce qui a porté ça? Quels en ont été les vecteurs? Et effectivement, à qui ça profite? Et c'est vrai que la dépression, il y a quand même une extension du domaine de la dépression depuis 30-40 ans. Ça, c'est un mot qui existait quand j'étais gamin, c'est vrai. Il n'est pas apparu là, dans les années 2000. La dépression, je pense que ça date d'il y a très loin. Avant, il y avait la mélancolie. Ouais, alors voilà, mais la mélancolie, déjà, en disant dépression pour mélancolie, peut-être ce qu'on appelait mélancolie, ce qui était déjà un truc bizarre, mais qui est, bon, un peu flou, presque poétique même, est devenu la dépression. C'était une façon de médicaliser la mélancolie, et en la médicalisant, je la faisais rentrer dans le domaine marchand, parce que je l'avais rentrée dans le domaine du traitement et du médicament. Et après, je veux dire, on s'est mis à entendre beaucoup, alors ça plutôt dans les années 90-2000, qu'en fait on était tous un peu dépressifs. Il y a une espèce comme ça d'extension. Du coup, on est tous un peu poètes, quoi. Ouais, alors on est sans doute tous un peu poètes, mais on est sans doute tous justiciables d'un traitement. Et donc on a des trucs à payer. Non, toi, je sens que tu es dépressif. C'est quand même, il faut se méfier de ces mots. Encore une fois, moi, je ne nie pas que ces mots-là puissent être pertinents. Hein. Moi, je suis très ouvert. Pourquoi pas, dépression, peut-être que ça, effectivement, pour avoir parfois été aux premières loges de gens dépressifs, je crois que ça désigne quelque chose. Mais ça n'empêche pas d'être très vigilant sur... La dépression au travail, enfin, je sais pas. C'est peut-être une notion de...
ça va définir quelque chose qui va se manifester assez brutalement. Alors que la dépression, ça va être plus long. Ouais. Oui, oui. À s'installer. Oui, oui, oui. Bah, comme le nom l'indique, d'ailleurs, burn-out, il y a un truc comme ça c'est l'explosion, quoi. Il y a d'un seul coup, bam, je craque, quoi. Mais effectivement, vous avez raison, hein. De toute façon, la dépression au travail, ça existe, le burn-out au travail, ça existe, et c'est diagnostiqué comme tel, donc tout va bien. Je crois quand même qu'il y a une telle extension du mot qu'il est parfois découplé en tout cas de ce que pourrait être son assise sociale. Plus généralement, je pense que quand même, moi j'appartiens à une génération où je suis contemporain d'un monde et d'une société où quand même le paradigme psychologique s'est très largement substitué au paradigme politique qui était dominant dans les années 60-70. Ouais, c'est ça le vrai mouvement. Après on peut discuter sur le détail effectivement et nuancer les choses, mais ça c'est sûr. C'est un problème, en fait finalement ça devient ton problème, quoi. Ce qui peut être le problème systémique, finalement c'est toi. Mais c'est ça l'individualisation. Il n'y a pas à remettre en cause la structure qui a produit la maladie, puisque c'est dans ta propre vie personnelle. Déjà, la notion de personnel est une notion éminemment antisociologique et antisociale. Est-ce qu'il y a des choses personnelles? C'est voilà une grande question intellectuelle, politique. Est-ce qu'il y a bien des choses qui font partie de ma vie, à moi, de ma vie, dont je pourrais dire qu'elles soient totalement personnelles? Moi, je l'avais mis un peu dans... J'avais fait un truc... C'était dans le roman En guerre, c'était vraiment le départ de ce roman. Il y avait une question au travail qui était que je ne voulais pas vraiment résoudre. D'ailleurs, en tout cas, je voulais constituer comme question parce qu'elle est fondamentale. C'est un ouvrier se suicide suite à une vague de licenciements. Évidemment, la famille demande des indemnités ou quelque chose de cet ordre-là, une compensation, et va évidemment plaider dans le fait que c'était un suicide lié à son travail. Et l'argument toujours des cadres, des patrons, des autorités de l'entreprise, c'est évidemment toujours de dire, mais ça se vérifie dans tous ces dossiers-là, mais non, il avait des problèmes personnels. Il avait des problèmes personnels, et comme il avait des problèmes personnels, nous ne pouvons pas avérer définitivement que son suicide était absolument lié à son licenciement. Et donc, à ce titre-là, nous ne verserons pas d'indemnité au titre de classe. C'est des guerres qui parfois ont lieu au prud'homme, c'est des guerres réelles, hein, c'est pas des vues de l'esprit. Alors qui d'abord? Oui. Deux, trois remarques un peu théoriques. Si vous êtes d'accord que je peux avoir avec vous, ça nourrira un peu l'échange. La première sur le libéralisme. Pourquoi, je ne comprends pas en fait pourquoi, là vous l'avez pas abordé, en fait, vous l'avez abordé dans d'autres interventions. Donc, je précise que j'ai pas lu le bouquin. Du coup, je ne sais pas si c'est développé dans le contexte sur le libéralisme. En gros, il me semble, dans l'intervention des défenses, que ça nuit à la compréhension du fait que les causes, c'est avant tout le capitalisme. Vous voyez. Les causes Il faut parler plus fort, je pense, pour tout le monde. Ok. Ouais. Bon, Si je tu vais peux. essayer d'expliquer. Sur le libéralisme, peut-être que c'est développé dans votre bouquin, du coup, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, pourquoi ne pas, dire, en fait, capitalisme et libéralisme sont de nature différente. Et moi, je vois le capitalisme, je pense, c'est là où le capitalisme est un système économique, le libéralisme est une idéologie politique. C'est celle qui accompagne le libéralisme, qui l'accompagne le mieux. Donc à partir de là, je comprends en fait votre position, qui est que, si j'ai bien compris jusqu'à maintenant, c'est que vous avez développé à l'oral en tout cas, que l'emploi du mot néolibéralisme, remasquerait le fait que il y a plus du capitalisme et que vous seriez presque pour l'évincement du mot libéralisme au profit de celui pour remettre le capitalisme sur le rang de la table. Mais les deux sont de nature différente. Et du coup, c'est d'où le désaccord que j'ai avec toi, parce que théoriquement, je trouve que ça colle pas, sachant que les deux sont de nature différente. Première remarque. Deuxième remarque, vraiment votre position sur les livres, est-ce que les livres servent à quelque chose, etc. En fait, ça rejoint, il me semble, votre position concernant la dichotomie entre matérialisme et idéalisme. Donc vous êtes matérialiste, pardon. Et là, encore, sans vous êtes strictement matérialiste, mais pourquoi en fait trancher strictement dans une telle dichotomie quand on sait par exemple qu'un auteur que vous estimez comme Bourdieu a passé son temps à essayer de détruire ce genre de dichotomie pour les dépasser en fait. Et ce qui était très sensible personnellement.
Et troisième remarque, Ouais, je pense que là, parce que là, on en a pour 8 heures, donc... Moi d'abord, je pense qu'en amont, je vais essayer d'être bref pour que tout le monde puisse s'exprimer, à ceux qui le veulent, mais vous me prêtez une érotique théorique que je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est des mots que j'utilise très peu en fait. Vous dites matérialisme, idéalisme, ça fait très longtemps que moi je me situe pas comme ça. Peut-être en Hippocagne, à un moment je découvre qu'il y a un truc qui s'appelle comme ça, et bon, bah, moi je dis, moi je suis matérialiste, mais bon, après j'utilise beaucoup le mot idéalisme, mais pas vraiment dans sa dichotomie avec le matérialisme. J'entends par idéalisme quelque chose de bien précis, qui serait l'idéalisme au sens philosophique du terme, une tradition ouverte par Platon, et là, et je crois qu'il y a certains plis de pensée ou certains discours que j'associe à ce que j'appelle idéalisme, et c'est des opérations bien précises qui consistent effectivement à absenter la matière, ça c'est sûr, à tenir le réel pour tout à fait non significatif dans l'édifice discursif qui va être fait. C'était le cœur de ce que je disais sur mon interlocuteur d'extrême droite dans Notre Joie, qu'au bout du compte j'appelais un idéaliste. Ce qui était quand même, je pense, relativement nouveau dans les terminologies habituellement accolées à l'extrême droite. Et oui, je crois qu'il y a un cinéma idéaliste, je crois qu'il y a j'ai récemment étudié le livre d'Aurélien Bélanger dans le même podcast, c'est un livre fondamentalement idéaliste, mais je pense explicitement idéaliste, c'est ça qui est très intéressant et qui fait d'Aurélien Bélanger quelqu'un de tout à fait intéressant, parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc moi après, les trucs sur l'esprit, la matière, tout ça, je ne suis pas là-dedans. Moi, c'est très très vite. Moi, les dichotomies philosophiques, c'est pas mon truc. Donc vraiment, là-dessus. Après, je pourrais expliquer ce que j'entends par matérialiste. Après, moi, je suis un matérialiste avec Dieu. Hein. Donc bon, vous voyez bien que mon matérialisme, il n'est pas non plus. C'est-à-dire que je suis un matérialiste qui aime bien Jésus. Hein. Donc je ne suis pas hyper borné dans une sorte de matérialisme. Bon, sur le premier aspect, mais précisément, vous dites que c'est pas la même chose. Et je suis bien d'accord pour dire que libéralisme et capitalisme, c'est pas la même chose. Mais je vois simplement beaucoup de gens utiliser l'un pour l'autre et substituer l'un à l'autre. Alors moi, comme d'habitude, je me méfie, je dis tiens, c'est marrant cette substitution, ça permet d'absenter le capitalisme. Donc je maintiens que, en tout cas dans l'usage, le mot libéralisme a quand même un effet de falsification, en tout cas de dissimulation de la scène économique et sociale véritable, au nom d'un mot, alors qui par ailleurs est un mot confus, parce que d'abord il est très très mal construit, parce qu'il est construit sur les libertés, c'est comme ça que je commence le livre, hein. Libéralisme, dans libéralisme on entend liberté, donc on n'entend rien. Voilà, puisque liberté, il n'y a rien à dire, c'est creux. Et donc un mot qui fonctionne sur un mot qui est creux, et lui-même c'est creux. Et donc on ne sait jamais exactement de quoi on parle. Donc après, effectivement, bien sûr que dans l'histoire, le libéralisme, qui est d'abord un progrès vraiment par rapport notamment au système féodal, et par rapport à une espèce d'emprise collective sur les vies, il y a l'émergence d'un libéralisme philosophique qui a produit du progrès, vraiment, qui a reconnu quelque chose de l'ordre de l'individu, et je trouve que c'est tout à fait intéressant, et Marx disait la même chose. Donc, sauf qu'en fait, on voit bien qu'une fois qu'on dit libéralisme, on ne sait pas exactement ce qu'on dit. Quand on parle de liberté politique, de quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est quand même une zone de grande confusion. On parle de liberté politique, les grands libéraux du 16e, 17e, 18e, 19e, quand ils parlent de liberté politique, ils sont quand même, ils occultent tout un tas d'aspects qui sont une négation de la liberté politique à un certain nombre de sujets. Et c'est bien la critique que va leur faire Marx. Vous parlez dans une espèce d'abstraction. En gros, vous posez des libertés formelles ou des égalités formelles. Concrètement, il n'y a pas liberté et concrètement, il n'y a pas égalité. Donc là, je reviens quand même à mes bases. Si on étudie matériellement cette chose-là, on s'aperçoit que la liberté politique... Qu'est-ce que c'est que la liberté politique, par exemple? Prenons un exemple précis. Nous serions, nous en démocratie, la France, puisqu'on est un pays libéral où s'exerce le libéralisme politique. Hein. Bon, de fait, d'ailleurs, un certain nombre de nos intellectuels en ont été des soldats ou des colporteurs éminents. Des Lumières, c'est un peu ça. Bon, très bien, mais je veux dire concrètement dans la vie des gens, où s'exerce cette liberté politique? Où est-ce oui, quand ils se donnent eux-mêmes des moyens et des protocoles qui d'ailleurs sont plus ou moins criminalisés. Donc en fait, dans le système, dans son ordinaire, la liberté politique, elle s'exerce comment véritablement chez les gens? Quel pouvoir ils ont de... C'est une liberté qui, comme aurait dit à peu près Peggy, vous avez les mains propres mais vous n'avez pas de bras. C'est une liberté qui n'a pas de bras. Donc concrètement, le décret formel du fait que nous soyons dans des pays où règne une certaine... Bon, évidemment, après, on peut définir le libéralisme par la négative, toujours. Il est bien vrai qu'en France, j'ai une certaine liberté d'expression.
relative, d'ailleurs, comme je l'ai un peu exposé au tout début. Mais globalement, j'ai liberté d'expression, je ne serai pas mis en prison pour quoi que ce soit que je dise, à part des choses qui ne seraient pas dans la loi. Bon, très bien, ça, j'en accepte tout à fait le principe. Mais en fait, cette liberté, pareil, c'est une liberté d'expression, mais qui n'est pas une liberté politique effective. C'est pas une liberté politique effective. Moi, je veux dire, je vis dans un régime que je n'aime pas depuis 51 ans. Donc, où est ma liberté politique, en fait, effective, en fait? Alors, évidemment, c'est le vote. J'ai déjà parlé du vote, mettant une entourloupe. Donc, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui font que ça me donne toujours envie de faire le geste marxiste de base, c'est-à-dire reprendre les choses par le concret des situations. Et là, on s'aperçoit qu'on a plutôt affaire à des rapports sociaux et des rapports économiques inégalitaires et en tant que tels, faisant exploser toutes les notions de liberté politique ou de liberté d'expression, des choses comme ça. C'est à ce titre-là que je sais parler d'eux. Et justement, vous ne regrettez pas que la psychosociologie, elle soit un petit peu sous-développée? C'est pour ça que j'ai hâte de lire Léa Salamé et Édouard Louis. Eux-mêmes? Eux-mêmes. Ah Non, oui, d'accord. dans votre bouquin. Ah oui, je préfère, oui. Parce que c'est vraiment les produits d'un corps social confronté au réel. Bon, moi, la psychosociologie, bon, d'ailleurs, je ne sais pas si le terme est tout à fait labellisé, mais bon, moi, je considère que c'est mon espace d'écriture, alors que ce soit romanesque ou essayiste, quoi. C'est vraiment mon truc. J'aime bien faire feu de tout bois quand on analyse un corps. Il arrive des choses à un corps, c'est ça qui m'intéresse, moi. Il arrive des choses à un corps. Qu'est-ce qui fait que ce corps, il lui arrive ça? Et qu'est-ce qui lui arrive au juste? C'est quoi les arrivées? Et les arrivées, ce sont des causalités. Et les causalités, effectivement, elles sont psychologiques, sociologiques et psychosociologiques. Et ceci étant extrêmement imbriqué, quoi. Bon, bah je ne pense pas qu'il y ait une discipline qui s'appelle la psychosociologie à l'université. Mais... Ah, peut-être, ah, bah, d'accord, bah, tant mieux. Après, il faudrait voir le contenu, j'ai un peu peur, mais pourquoi pas. Mais peut-être que c'est l'espace de l'art, ça. En tout cas, des arts du récit, c'est peut-être la littérature qui fait bien le travail. Je veux dire, Proust est un immense psychosociologue. Un immense psychosociologue. Comme je pense que Nietzsche n'est pas loin d'être un psychosociologue aussi, même s'il a une sociologie un peu approximative, mais il y a des grands penseurs et des grands littérateurs. Oui, je pense que les romans sont le lieu de la psychosociologie, vraiment, quoi. Balzac, il y a des éléments de psychosociologie extrêmement performants, Flaubert, puis d'autres plus contemporains. Bernard Lahire. Bernard Lahire, lui, serait plus strictement sociologue. Je ne suis pas sûr, je sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je l'aime bien, hein, mais... Je pense que quand je parle de psychosociologie, je pense que vraiment il faut s'armer d'une grande précision des situations qui, en général, que je retrouve rarement dans les livres de sociologie. Je veux dire, moi, il arrive qu'on me dise que ouais, tu es un peu sociologue. Je ne suis pas du tout sociologue. Moi, je prends les choses par un plan beaucoup plus immanent et, je veux dire, concret, quoi. La sociologie, elle est toujours un peu condamnée à théoriser, à formaliser, ce qui est tout à fait passionnant, mais ce qui ne fait pas le travail de partir d'un corps. Voilà. C'est l'échelle de la littérature et notamment du roman, et qui est organisée autour de personnages. Il y a des personnages, c'est-à-dire des individus, quoi. Et on tourne autour d'eux, on est avec eux, parfois on pénètre même leur psyché. Et c'est là, ça, on a affaire à un vrai laboratoire analytique. Là. Donc j'encourage tous les gens qui s'intéressent à lire des romans, parce que je pense que c'est vraiment là que ça se joue, en fait. Il faut lire des bons. Il faut lire Pérec, il faut lire... il y en a plein. Vous n'avez pas fait d'entrée littérature donc, Non, parce que c'est pas vraiment un boniment. Mais si, c'est un boniment, littérature. Je ne citerai personne, mais ça peut arriver. Oui. Des choses qu'on appelle littérature, mais qui ne sont pas forcément... Ouais, oui, mais ça, j'ai pas l'impression que comme là, c'était mes boniments, c'était en gros des éléments de langage ou de pratique de vie qui sont liés quand même disons, à ce que j'appelle les marchands. Je n'ai pas l'impression que les marchands fassent... comment dire, est fait du mot littérature ou de la chose littérature un argument tant que tel. Il se joue des choses économiques et sociales et de marchandisation dans le champ littéraire, ça c'est sûr. Comme dans le champ du cinéma, ça m'a pas échappé. Mais c'est pas... bon, j'ai l'impression que le mot littérature, il n'est pas l'objet d'énormément d'enjeux parce que tout le monde s'en fout globalement. Donc, on espère que les librairies sont là pour retrouver un peu. Mais heureusement qu'elles sont là. Moi, je trouve que vous faites un mauvais procès à la psychanalyse, parce que je pense que la psychanalyse n'est pas du tout dans le paradigme psy, c'est-à-dire en effet un paradigme psy, vous avez tout à fait raison, avec la psychothérapie, la psychologie, le développement personnel, etc. Mais la psychanalyse, bon là, qui est super démodée, ce qui est plutôt bon signe en fait, hein, parce qu'on la critique toujours autant, donc c'est qu'elle continue certainement à être un peu subversive quand même.
elle est tout sauf dans le paradigme psy, puisque en psychanalyse, on promet surtout pas l'efficacité, on est dans le temps hyper long, on est du côté du désir. Ce que vous dites sur l'amour, c'est exactement ce qu'on entend en psychanalyse, c'est que l'amour est fou et heureusement. Voilà, donc j'aurais tendance à nuancer, voire à dire que non, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas dans le paradigme psy, c'est la psychanalyse. Et puis alors, en plus, quand vous dites, vous reprochez à la psychanalyse finalement d'être du côté de l'individu, de ne pas suffisamment politiser, et ça je suis d'accord, et il y a une psychanalyse bourgeoise aussi, il y a vraiment des éléments très bourgeois dans certains types de psychanalyse. En même temps, c'est vous qui nous parlez du culte de l'individu. Et en psychanalyse, on est du côté quand même de la subjectivité, de la singularité. On est dans tout sauf du côté, on n'est pas du tout dans le classement. On n'essaie pas du tout de faire rentrer les sujets dans des cases. Au contraire, on est du côté vraiment de la singularité avec tout ce qu'elle a de non normable, non gérable. On ne peut pas faire rentrer les gens dans les catégories. Donc voilà, moi je crois que, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je crois qu'il y a quelque chose. Non, c'est vraiment pas l'impression que ça fait. Vraiment pas. Très subversif. Oui, j'assume que ce soit peut-être un culte, et voilà, je suis là comme représentante psychanalyste, mais voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste subversif dans la psychanalyse. Ouais, mais alors je pense de deux choses l'une, soit vous avez eu un moment d'absence. Non, mais en effet, vous avez nuancé. J'ai plus que nuancé. Oui. J'ai plus que nuancé. Par exemple, en parlant de l'anti-Oedipe, j'ai bien précisé que Guattari était psychanalyste. Après, j'ai dit que Freud était génial. J'ai dit que la psychanalyse ouvrait les champs énormes et qu'elle était un grand domaine. Je n'ignore pas tout ça. Mais vous savez autant que moi, et vraiment plus que moi, j'espère, que la psychanalyse elle-même est l'objet d'une conflictualité interne et que vous avez une psychanalyse normative, oedipienne, assez obtusément oedipienne, et au sein même de la psychanalyse, et Guattari en était un adversaire d'intérêt, mais plein d'autres gens, il s'est joué ce combat-là. Après, je pense que moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est donc je connais toute la puissance subversive de la psychanalyse. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de fondamentalement normatif aussi chez l'individu Freud. Vous le savez bien, c'est quelque chose de paternaliste, je dirais, en tout cas de patriarcal, je dirais même patriarco-centré ou patricentré. Oui, tout ça est au travail chez Freud, peut-être un peu moins chez Lacan. Donc il y a plein de choses, mais après, tel que la psychanalyse s'est un peu diffusée, alors peut-être dans sa vulgarisation et dans son infusion, bah oui, mais enfin en même temps, on a les infusions qu'on mérite aussi un peu. C'est que précisément, quand même, elle permettait ça. Et sur l'individualisation, il n'y a aucune contradiction. Moi, je tiens l'individu pour comme le cœur de l'édifice, mais je dirais plus qu'il est l'horizon pour moi. L'idée, c'est d'inventer les individus. Mais pour qu'un individu s'invente, il faut qu'il prenne la mesure du fait que ses problèmes ne sont pas individuels et qu'il est pris dans un corps social ou dans tout un tas de systèmes de force qui font que, en fait, l'individu, je pense que je disais ça dans Notre Joie, je posais l'espèce de chiasme, une espèce comme ça d'inversion. Les libéraux n'arrêtent pas de proclamer la liberté individuelle et en fait, ils oppriment les individus. Ils détestent l'individualité dans leurs faits, et je pense que les anarchistes, c'est le contraire. Ils pensent que l'individu n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire parce qu'il est constamment soumis à des forces hétérogènes. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a que de l'hétéronomie, mais il s'agit de fabriquer les individus. Donc il y a comme ça une espèce d'inversion des choses. Donc je pense qu'on peut tenir les deux. C'est pas des édifices théoriques que je suis en train de faire, parce que je pense que c'est exactement ça que fait le camp de l'émancipation depuis toujours. C'est prendre acte du fait qu'en l'état, il n'y a pas d'individu. Nous sommes beaucoup trop aliénés, nous sommes beaucoup trop poreux à tout un tas de forces qui nous aliènent. Il s'agit bien de fabriquer des singularités. Il s'agit bien d'arracher de la singularité. Et la psychanalyse fait partie de ce travail-là, mais pas. Il y a une dialectique au sein de la psychanalyse. Il y a des puissances normatives au travail au sein de la psychanalyse. Nous sommes donc d'accord sur tout. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens, notamment dans la gauche radicale, pour vous dire que Freud est génial et que la psychanalyse est libératrice. Donc, heureusement que c'est pas Lordon qui est là ce soir, parce que là, je pense qu'il nous aurait reçu à la Lordon, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il... Je pense la question la moins intéressante de... Ok. C'est parti. Mais il y en a toujours une et c'est vous. Donc. C'est super, c'est moi. Félicitations. Mais ça me concerne un peu, donc j'ai vraiment besoin de savoir.
J'avais découvert avec, comme beaucoup de gens, avec l'histoire de Socrates, et j'avais regardé... Non, ma mère m'a découvert bah, déjà, voilà, c'est une exception. Mais en tout cas, oui, je vous avais découvert comme ça. J'avais regardé un passage média, je sais plus où, et les algorithmes, YouTube en l'occurrence, m'avaient redirigé vers un entretien que vous avez fait dans une chaîne YouTube bizarre qui s'appelle Les Clochards Célestes. Ouais. Je sais pas par où commencer. Est-ce que c'est de Raphaël Mesrahi? C'est pas la première fois qu'on est J'aime bien ça. C'est que je l'ai déjà expliqué 40 fois à des gens, j'en ai un peu marre et je trouve que ça vaut pas le coup que ça, mais effectivement, c'est effectivement la question la plus con de la soirée. Donc, au moins le mec est sincère, tu nous as pas déçus. Alors pour la faire hyper vite, le mec m'envoie un texto, il dit bonjour, je suis Sciences Po TV, je connais pas ce mec, je voudrais faire un entretien avec vous, gna gna gna. Moi je vois Sciences Po TV, bon, je dis tiens Sciences Po rigolo quoi, je vais y aller, c'est toujours marrant, c'est pas très loin, donc j'y vais. Et là je me retrouve dans un appartement très bourgeois du 6e, je ne connais pas Sciences Po, c'est quoi ce bordel, bon je m'en fous, je me lance dans le truc et après je saurais qu'en fait j'apprendrai par la suite qu'il n'a rien à voir avec Sciences Po, qu'il a même usurpé le mot, que c'est un peu comme ça qu'il alpague les gens un peu, pour pouvoir faire ses entretiens et pouvoir un peu faire fructifier sa vie de youtubeur, parce que c'est un peu ça son truc. Et que même Sciences Po lui a fait un procès depuis, etc. Donc ça c'est la première chose qui fait que je me retrouve là, je ne sais pas du tout à qui je vais avoir affaire, et j'ai affaire à ça. Et je trouve effectivement ce bourgeois un peu fin de race, qui est complètement perché. Moi ça m'a plutôt amusé, il y a un moment il m'énerve parce qu'il me coupe la parole, ça qui m'énerve, c'est pas tant qu'il soit bête, à la rigueur ça m'amuse, mais je me souviens qu'il me coupait beaucoup la parole, ça c'est chiant. C'est vrai qu'il était un peu bête à manger du foin, mais en même temps je le trouve pittoresque, folklorique et plutôt une espèce de vieille droite pour laquelle j'ai presque une certaine sympathie, comme j'ai de la sympathie pour tout ce qui est un peu ruiné quoi. Alors après par la suite j'ai appris qu'il avait par ailleurs des problèmes psychiatriques, il avait souvent, sa mère m'a appelé une fois. Parce que sa mère, qui l'insulte d'ailleurs dans l'entretien, parce que sa mère est poétesse chez POL, il la déteste dans mon souvenir, mais quand même, donc j'ai appris deux choses par des journalistes belges qui l'avaient suivi, que premièrement il était en bisbille avec son père parce qu'il avait brûlé les tableaux de son père, donc je des crimes comme ça, et sa mère une fois m'a appelé parce que Arrêt sur Image avait fait un texte sur lui, Schneiderman et compagnie, Arrêt sur Image, il avait vraiment déconstruit le personnage en disant que c'est un escroc, qu'il avait des casseroles, voire même douteuses politiquement, des sympathies antisémites et des conneries comme ça. Et donc il était très mal et sa maman, pour soutenir son fils, m'appelle moi parce que m'identifiant comme possiblement ami de Arrêt sur Image, elle me demande d'appeler Schneiderman pour dire tu devrais pas retirer le truc. Premièrement, je lui dis je connais pas Schneiderman, on n'est pas amis, en plus je suis pas sûr qu'on soit en grande amitié fondamentalement, et deuxièmement je vais pas faire ça, je vais pas demander qu'on retire un truc. Donc on a affaire quand même à un cas, mais qui par sa folie finit par m'être assez sympathique quoi. Et je crois qu'il est vraiment barré et il m'a appelé encore récemment parce que son grand truc c'était de faire des dîners aussi. Il faisait pas le truc, il voulait t'inviter à des dîners, mais très à l'ancienne, très de droite, mais très de droite dandy, de dandy douteuse. Mais alors il me disait toujours, pendant 6 mois, il m'envoyait les textos pour me dire oui, alors François, il faudrait qu'on vous inviterait à un dîner. Il fait des dîners, le mec a 23 ans. Et c'est des dîners où on met voilà, des gens se connaissent pas, mais il y aura un écrivain, il y aura une chorégraphe, machin quoi. Et ça c'est un peu son truc quoi. Et c'est un vieux truc de dîner bourgeois quoi, où on fait du réseau, mais en même temps c'est charmant parce qu'on est dandy, parce que voilà, on n'a pas peur, et on est des francs-tireurs et des mal-pensants, enfin il y a ce côté un peu comme ça. Il aime bien, c'est un dandy quoi. Et à chaque fois il précisait, ce qui est très intéressant sur le fond moral de ces gens, qu'il y aurait les plus belles nymphètes de Paris. Et là on voit bien ce que c'est, on voit bien dans quoi on rentre, dans une espèce de truc où il y aura des vieux écrivains un peu graveleux et concupiscents et les petites nénettes de 18-19 qui seront là et qui feront plantes vertes et que éventuellement si on les tripote ça se passera pas si mal. Bon j'ai décliné ce dîner malgré les nymphètes, je suis un peu parce que j'aime, voilà, mais je me suis dit qu'il valait mieux pas. Et là il m'a recontacté récemment en me disant oh, nous sommes fâchés François, j'en suis désolé, je fais un dîner. J'ai un texto, il me disait il y aura à chaque fois d'ailleurs il me
dit, il me fait le casting, et à chaque fois, c'est des gens horribles. Là, il me dit, oui, il y avait Emmanuel Pierrat, qui est un avocat, droit d'auteur, et puis je sais plus qui. À chaque fois, c'est des nazes. Bon, bah. Satisfait de cette réponse? Pouvoir recommencer à vivre. Ma vie commence maintenant. La première fois que vous êtes allé. Le piège aurait été le dîner. Non mais vraiment là, le dîner, je pense que ça peut être. Ça peut être parce que voilà. Mais j'y ai coupé. Une petite dernière là, pour la route? Non? Si, bah, moi du coup, je me sais comme ça dans la dernière. Pour rebondir sur la gêne occasionnée que j'écoute souvent aussi. Comment ça souvent? Écoutez tout le temps. C'est vrai. Oui. Je me demandais si vous avez l'intention d'aborder The Banshees of Inisherin. Ben, c'est un peu tard là. Oui, mais je Elle est encore en salle. Parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Ouais. l'occasionné sur ce film. En fait, vous voulez la vérité sur ce film, donc vous me demandez. Moi, je ferais pareil. Non, on essaie quand même un tout petit peu d'être un peu dans l'actu, ce qui est pas, on n'est pas obsédé par ça, mais ça permet aux gens de voir le film et donc. Et hélas, Banshee c'est sorti pendant les vacances de Noël un peu, donc nous on était un tout petit peu en retrait, comme un peu tout le monde, et bien qu'on adore le film tous les deux, on l'a pas fait, on est enchaîné sur autre chose. Moi j'aime beaucoup le film, vraiment, j'étais tout à fait bluffé par ce film. J'ai tout à fait retourné. Ça, alors là, dans le genre, moi qui pense que la martingale de l'art, c'est la glace et le feu, et que c'est c'est capter la violence dans des formes très placides. Pour moi, c'est une phrase réussie, c'est ça. Alors ça, c'est un film qui fait ça. Il y a une espèce d'écrin totalement de bonhomie, très classique, très plan-plan, j'ai presque envie de dire, et une espèce de sauvagerie qui vient se déposer là-dedans. Ah, pour moi, ça, c'est vraiment le cocktail gagnant, quoi. J'adore ce film. Donc, effectivement, je regrette de ne pas en parler. Peut-être qu'on fera ça à la fin de l'année, quand on fait les best-of, tout ça. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.